Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Valériane Venance, je suis développeur évangéliste pour Twilio et aujourd'hui je vous parle de la communication au service de la santé. Faisons d'abord un rapide état des lieux de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, on a des personnels de santé en fait, à qui on demande d'être de plus en plus productifs. Il y a de plus en plus de demandes. À côté de ça, on a des patients qui sont aussi toujours un peu plus, on va dire, qui vont être toujours un peu à aller chercher le meilleur, à aller comparer à ce genre de choses, et qui vont aussi vouloir le meilleur des soins de fait en finalité. Et ce qui va se passer, c'est que, oui, le personnel de santé va effectivement pouvoir faire beaucoup de choses pour soigner les gens, mais en fait, on n'est pas avec eux tout le temps. Enfin, moi, je ne suis pas personnel de santé, mais vous n'êtes pas avec eux tout le temps, parce que quelqu'un qui est malade chronique, oui, il va voir quelqu'un plusieurs fois dans l'année, de façon régulière, mais il va quand même passer 5000 heures par an, réveillé, à se demander quoi faire de sa santé. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, il devrait faire ci, manger ça, fumer ça, aller là-bas ? Et donc, pour pallier à ça, ce qui a été créé, c'est ce qu'on appelle un nudge, donc un petit coup de pouce. Et c'est vraiment l'idée de comment est-ce que les personnels de santé vont pouvoir aller intégrer de nouvelles choses pour pouvoir justement aider les malades, les patients, à prendre en fait de bonnes décisions pour leur santé, ce qui va de fait améliorer le système de santé global, puisque au final, je veux dire, je suis fumeuse, je sais très bien qu'un jour j'aurai un cancer. En réalité. Donc, l'idée, c'est aussi de guider les patients. Donc, si on prend ce cadre, on va partir de bas en haut. L'idée, c'est que quand on est au plus bas, en fait, on est vraiment sur ne rien faire. Et plus on va monter, et en fait, plus on va être paternaliste, mais on va aussi aller dans la prévention et on va avoir le plus d'impact, en fait, au plus haut on sera. Donc, si on part du bas, donc ne rien faire, eh bien, c'est vraiment laisser les gens à eux-mêmes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est fournir de l'information. Donc ça, souvent, ça va rentrer dans le cadre de la prévention. Et ensuite, donc, si on va un peu plus haut, ça va être du coup cadrer l'information qu'on va donner. Au lieu de donner toutes les plaquettes sur toutes les maladies possibles, on va, par exemple, donner des choses très spécifiques par rapport à ce qui va intéresser la personne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est du coup demander aux gens et de fournir, on va dire, ce qu'ils veulent faire, leurs intentions par rapport à leurs soins. Donc, on va pouvoir leur demander, le fait de leur demander, ça va du coup les engager un minimum à se tenir vers ce choix. Ensuite, le enable choice, donc vraiment le fait de permettre le choix. Donc là, on va vraiment aller, au lieu de juste demander, on va aller un peu face à la personne et lui demander, voilà, là, tu as le choix entre ça, et ça va encore plus l'engager. Et la décision finale, et le plus haut du coup, et celui qui aura le plus d'impact évidemment, ça va être de complètement guider le choix. Donc vraiment aller prendre presque la décision pour la personne, ou du moins lui donner un funnel en fait qu'elle va suivre du début à la fin et qui va l'amener au choix qu'on aura défini. Pour vous montrer un peu comment ce cadre nudge est mis en place, j'ai pris du coup plusieurs exemples d'études qui ont été faites aux États-Unis. Je me suis servi de ces études pour deux choses. Un, parce qu'il y a un hackathon derrière, je serai mentor et j'ai envie de vous donner des idées sur les choses que vous pouvez faire. Et ensuite, pour évidemment illustrer comment le cadre nudge peut servir. Et ensuite, voir aussi qu'est-ce qu'on en apprend de tout ça à la fin. Donc, l'essai setup, c'est quelque chose qui a été fait aux États-Unis, où en fait on a pris des adultes en situation d'obésité ou de surpoids, et on a fait 3 groupes. On a décidé, donc il y avait évidemment un groupe de contrôle, mais qui n'est pas évoqué ici, et il y avait du coup 3 groupes différents. Donc on avait premièrement un groupe qui était sur un aspect collaboratif, à savoir que tous les jours, quelqu'un du groupe allait être contacté de façon random, la personne était choisie de façon random pour représenter en fait le groupe. Ensuite, il y a le support, donc ça veut dire que ces personnes avaient à donner des updates, des mises à jour sur leurs évolutions dans le cadre de l'étude à des membres de leur famille ou des amis. Et enfin, on avait les personnes qui étaient mises en compétition en fait entre elles dans le groupe. Et c'était une compétition de quoi ? C'était tout simplement de faire le plus de pas par jour. Voilà, l'idée c'était vraiment de ramener de l'activité chez ces personnes. Et donc, ce qu'on peut voir,
c'est que, alors ce que vous voyez en bleu clair, c'est ce qui s'est passé pendant l'étude, et ce que vous voyez en bleu foncé, c'est ensuite, à plusieurs mois après l'étude, qu'est-ce qui restait en fait des améliorations qui ont été faites. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui sont en collaboration et en support, qui étaient dans les groupes collaboration et support, ont des résultats assez similaire, légèrement derrière compétition, mais pas tant que ça. Par contre, quand on regarde à plus loin, après, à quelques temps après la fin de l'étude, ceux qui avaient littéralement changé leurs habitudes et qui étaient restés sur ces habitudes changées étaient les personnes en compétition. La façon dont ils étaient en compétition, c'est qu'ils recevaient en fait un leaderboard, ils rentraient leurs avancées et ils avaient du coup on va dire un récap de leurs avancées et un classement en fait tout simplement par rapport aux autres. Là-dessus, on a pu déterminer du coup sur les données de ces patients qu'il y avait plusieurs choses et donc du coup on a pu définir un phénotype. J'ai du mal avec ce mot. Et donc à partir de ces choses-là, on a pu déterminer 3 profils majoritaires. Le premier, c'est le groupe extraverti et motivé. Et la question, c'est comment on adresse ces groupes-là. Et donc là, on s'est rendu compte que sur les questions de collaboration, au final, à la fin, ils étaient même carrément en dessous, en fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient même moins qu'avant de démarrer l'étude. Ensuite, on supporte légèrement moins et en compétition, par contre, pendant l'étude, ils étaient extrêmement compétitifs et après, c'est vrai qu'il y a quand même un plus gros delta de ce qui était fait derrière. Ensuite, sur le groupe moins actif et moins social, là, on a des résultats absolument très bons partout parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont un peu plus en retrait par rapport à la société, qui n'ont pas forcément de gens pour les motiver ou ce genre de choses. Et l'étude leur a permis du coup de pouvoir créer des habitudes saines. Et eux, justement, puisque c'est des personnes qui étaient un peu isolées, on se rend compte que là où ils ont les meilleurs résultats, c'est la collaboration. Et ensuite, on avait le groupe le moins motivé et à risque. Donc, ils ont été déterminés à risque parce qu'ils avaient de plus fortes tendances névrotiques. Et là, on voit que qu'au final, en fait, c'était ceux qui étaient dans la compétition qui étaient restés du coup derrière un peu plus engagés dans tout ça. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que même si les programmes numériques échouent au fil du temps, puisque littéralement là c'était qu'un coup de communication, et donc en fait c'était en stand-alone et moi je vois un peu ça comme une application en fait, c'est-à-dire que quand on se dit ok allez je vais commencer du jeûne intermittent, on va s'installer l'application, on va s'y mettre à fond et en fait au bout d'un petit moment on décroche et ce que ça a permis de voir, en fait, c'est que selon les phénotypes des patients, on peut carrément faire des expériences en fait, qui, de par leur conception et la connaissance des phénotypes des patients, en fait, vont pouvoir s'adapter de la meilleure façon, si bien pendant du coup, la période qui, on va dire, imposée. Donc là, c'était dans le cadre d'une étude, mais ça pourrait être dans le cadre d'un soin ou de quelque chose comme ça. Et aussi, du coup, la période post-soin. Je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est l'exemple de la vaccination contre la grippe. Alors, le constat, c'est que pour la saison grippale, en 2018-2019, aux States, il y a eu du coup ces nombres-là que vous voyez là d'hospitalisation et de décès. Chacun est de trop, je pense. Et ce qu'ils ont fait, du coup, et l'objectif de l'étude qu'ils ont faite, c'était d'aider 150 000 patients, du coup, à travers Penn Medicine et Gegenschler. Je ne vais pas réussir à le dire, mais c'est des groupements hospitaliers, du coup, américains. Et à côté de ça, ils voulaient aussi engager 800 000 personnes supplémentaires dans les pharmacies Walmart à tout simplement se faire vacciner contre la grippe à cette période-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des SMS de rappel, donc 72 heures et 24 heures avant les rendez-vous. Donc, ce qui était différent aussi dans le cadre de cette étude-là, c'est que les groupements hospitaliers avaient la data sur quand était le prochain rendez-vous de la personne. Donc, il leur était possible de proposer de fait, de dire vous avez un rendez-vous à tel moment, est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner contre la grippe pour vous protéger, vous et votre famille ? Et si les personnes acceptaient, on leur envoyait à nouveau un SMS 24 heures avant le rendez-vous. Pour Walmart, ce n'était pas possible. Ils ont dû utiliser la data du coup des gens qui leur avaient autorisé à utiliser leur numéro de téléphone, évidemment, puisqu'il y a toujours un cadre légal. On ne peut pas contacter les gens sans leur accord à tout moment. Mais ils avaient du coup aussi ce même système de 72 heures avant et 24 heures avant le rendez-vous, de fait.
Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu vraiment une augmentation de 5% en moyenne avec la formulation réservée. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, donc sur le message 24 heures avant, votre vaccin pour la grippe est réservé, il vous attend lors de votre rendez-vous. Et par exemple, pour Walmart, ils ne pouvaient pas dire réservé puisqu'ils n'étaient pas absolument certains d'avoir du stock là où la personne irait. Et donc, qui disaient qui vous attend, waiting for you. Et on a vu des résultats sensiblement similaires. Un dernier exemple, je ne me rends pas compte. Oui, ok, ça va. Donc, ce dernier exemple, je vais pouvoir vous le faire. Donc, c'était au début de la crise du Covid et on a voulu éviter aux hôpitaux d'être absolument submergés par le flux de patients, autant les patients malades que les patients inquiets d'être malades. Et donc, pour ce faire, les gens ont décidé, ils ont créé en fait un système par SMS de check-in. Donc, l'idée, c'était de soutenir du coup une population de patients qui étaient soit infectés au Covid, soit potentiellement, on va dire, aujourd'hui on les appellerait cas contact. Je pense qu'à l'époque la terminologie n'existait pas et qui du coup étaient chez eux. Et l'idée, c'était d'identifier du coup l'état des patients sans avoir besoin qu'ils se déplacent et donc qu'il n'y ait pas d'afflux à l'hôpital et que ce soit quand même possible d'intervenir rapidement en cas de dégradation de l'état. Et en plus de ça, évidemment, réduire la charge que prenait tout le personnel soignant et prend encore d'ailleurs à un moment extrêmement critique. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont de fait décidé... Quand les personnes se présentaient à l'hôpital une première fois, en fait, pour éviter qu'ils reviennent plusieurs fois, ils ont proposé en fait aux patients de rentrer dans Covid Watch, c'est comme ça qu'on appelle ce petit système, et donc possiblement soit la personne décline ou accepte. Je vais vous spoiler la slide d'après, soit 98% des gens à peu près ont accepté. Et donc ensuite, il y avait on va dire... Oui, c'est ça, c'est du SMS en fait. Donc tout simplement, il y a un exemple après. Mais l'idée, c'est vraiment de dire bonjour, comment est-ce que ça va? Donc là, ce qu'ils avaient utilisé, c'était comme symptômes cliniques qu'ils estimaient être le plus à risque. C'était vraiment tout ce qui va être au niveau des poumons. Et donc, ils demandaient toutes les 12 heures en fait aux gens comment ils se sentaient. Est-ce que leur système respiratoire, ils se sentaient aussi à l'aise qu'avant? Et donc, si les personnes se sentaient tout à fait pareil, il n'y avait pas de souci, elles se sentaient accompagnées, écoutées et encadrées par un simple SMS auquel elles répondaient oui ou non. Et si par contre elles avaient des difficultés à respirer, elles étaient rappelées directement par un personnel de l'hôpital qui évaluait la gravité de la situation et étaient invitées aussi à appeler le 911 si jamais ils estimaient qu'il n'y avait pas le temps que ce soit traité avant. L'avantage de ça, c'est que ça permet du coup d'avoir quand même un accompagnement pour les patients qui est en grande partie automatisé, qui rebascule sur de l'humain quand il y a besoin, parce qu'effectivement, si la personne commence à se sentir mal, elle aura quand même toujours besoin de quelqu'un pour vraiment la rassurer. Et en plus de ça, on ne perd pas du tout le côté réponse à l'urgence et réponse aux besoins médicaux. Ah ben voilà, vous le voyez exactement. Donc il y avait vraiment ce petit, tout simplement un SMS avec tout automatisé, pas grand-chose à faire, 2 fois par jour. Et juste ça, moi peut-être que ça m'aurait rassurée en fait pendant mon confinement quand je l'ai eu. Et donc ce que vous pouvez voir, donc effectivement, il y a 98% des patients à qui on a proposé de rentrer dans ce système qui ont accepté de rentrer dans ce système. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, il y a eu besoin de 16% d'intervention humaine, en fait, derrière que quelqu'un rappelle et prenne une décision. Donc, au final, on se retrouve avec un taux de couverture et de care, en fait, pour les patients qui est hyper important, tout en permettant, en fait, de pas que les personnels soignants ne prennent pas 100% de la charge, mais juste la charge utile, à savoir 16,31%. J'avais un dernier petit exemple. Là, c'était plus sur l'équité en fait, de l'accès aux soins. Donc, très simple, les Nord-Américains sont plus à risque d'être contaminés par le Covid-19 par rapport aux Blancs, alors qu'ils sont plus méfiants parce qu'ils sont plus méfiants à l'égard du vaccin et de l'industrie pharmaceutique au général. Et donc, ce qui a été fait, c'est que l'objectif de cette étude, du coup, ça a été de mettre en place des cliniques accessibles à tous, sans besoin technologique particulier et avec 0 temps d'attente pour la vaccination. Ce
qu'ils ont fait, de fait, c'est la création d'un service de prise de rendez-vous par SMS et par un serveur vocal, on va dire. Donc le service était accessible 24 heures sur 24, pas besoin d'email, pas besoin de QR code, pas besoin d'Internet, pas besoin de remplir un long formulaire. 0 bloqueur. Ça, c'est vraiment l'un des trucs. Ils arrivaient, ils n'avaient même pas besoin d'avoir leur propre téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre, rentrer vos informations en 2 minutes par SMS ou par voix et ensuite vous présenter au moment du rendez-vous. Ce qu'ils ont fait, ils ont même été un peu plus loin, c'est que donc ils ont fait en sorte que les rendez-vous du coup aient un temps d'attente, que les rendez-vous soient calés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attente, mais en plus ils ont pris en compte le fait que certaines personnes ne viendraient pas tout simplement au rendez-vous et ont prévu du coup de rajouter peut-être 1 ou 2 personnes sur tel ou tel créneau pour compenser tous les no-shows. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tous les exemples que je viens de vous dire et du cadre nudge qui va vraiment accompagner du coup ces personnes? C'est de faire un effort intentionnel. En tant que structure de santé, pour aider ses clients et ses patients et les accompagner, il faut réellement avoir cette intention d'aller avec eux un peu plus loin. Il faut offrir aux patients plusieurs canaux pour interagir avec vous. Comme je vous disais, par exemple, ça peut être je veux dire, tout le monde n'a pas Internet. On s'en rend plus compte aujourd'hui en France, mais tout le monde n'a pas Internet. Et je pense que même en France, à l'heure actuelle, des gens n'ont pas Internet, soit par choix, soit par impossibilité. Et aujourd'hui, on force les gens à passer absolument tout le temps donc par un ordinateur. Sauf qu'un ordinateur, eh ben, c'est, je sais pas, minimum 300-400 €. Est-ce que tout le monde les a? Est-ce que... Donc voilà, il faut vraiment offrir plusieurs canaux. Je pense que si on ouvre le maximum de canaux, on ouvre aussi le maximum des qualités, des chances d'accès aux soins, tout simplement. Quand on fait ce genre de choses aussi, il faut s'assurer que l'effort est sur nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux patients de faire quelque chose supplémentaire. Et quand je dis l'effort est sur nous, c'est qu'on va simplifier les choses en utilisant la technologie et surtout intégrer du coup ça dans nos process. Par exemple, on va toujours demander à un patient sa carte vitale, ce genre de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas tout simplement avoir déjà le logiciel derrière qui sera prêt à le contacter de la façon la plus adaptée par rapport à votre service de santé? Et on peut tout simplement, quand on lui demande la carte vitale, le nom, ce genre de choses, quand on lui fait son dossier, demander le numéro de téléphone en plus ou autre chose. Et évidemment, mettre en place ce genre de choses, ça prend du temps, c'est des coûts humains, c'est beaucoup de choses. Mais en fait, et c'est pour ça que je suis contente d'être ici à ce hackathon, c'est qu'il faut commencer quelque part. Et en général, si c'est simple, c'est élégant et ça marche bien. Ce qu'il faut également, c'est identifier clairement les besoins des patients et les obstacles aux soins. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, dans l'exemple des Noirs américains, c'était qu'il y a de la défiance envers l'industrie pharmaceutique. Si je commence à remplir un grand formulaire qui va me demander jusqu'au prénom de naissance de ma mère, j'aurai l'impression de tout vendre à Big Data. Donc forcément, je vais me sentir encore moins à l'aise pour donner ces choses. Donc c'est vraiment... aller chercher le besoin et les obstacles, prendre vraiment les deux en considération et plutôt rencontrer le patient là où il se trouve plutôt que de l'obliger à aller tout le temps voir un clinicien. Il faut également comprendre les préférences de communication et comprendre aussi qu'il y a des groupes de patients différents, tout simplement, et que... entre 3 personnes qui ont le diabète, en fait, on a en face de nous 3 personnes différentes. Par contre, si on prend 10 000 personnes qui ont le diabète, peut-être qu'on a juste 4 types de personnes différents en face à nous. Mais toujours est-il qu'ils sont 4 et qu'il faut du coup les adresser différemment pour obtenir les meilleurs résultats, qui sont à nouveau des résultats qui vont surtout désengorger les services de santé, améliorer les comportements individuels en termes de santé et au global fournir un meilleur cadre de soins, en fait, tout simplement. Et surtout, c'est ce que je vous disais juste avant, il faut intégrer l'expérience du patient dans le flux de travail du clinicien. Ça veut dire qu'on ne va pas rajouter du travail au médecin de façon incommensurable. On n'est pas là pour en faire des communicants. Ou voilà, il faut qu'ils restent focus sur leur métier. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça à leurs outils et ne pas rajouter des choses en plus sur lesquelles ça va demander de la formation, des coûts, du temps et de la frustration bien souvent. Les bonnes pratiques que je peux vous donner, c'est que le SMS est un canal de communication assez privilégié dans ce sens où aujourd'hui, pour recevoir un SMS, on n'a pas besoin d'un smartphone. Tout le monde.
pourrait avoir un téléphone. Je pense que c'est l'une des choses qu'on a le plus, c'est vraiment une extension de nous-mêmes. Et en plus de ça, l'accès, si on n'en a pas l'accès à un téléphone avec une simple carte SIM qui n'a pas d'Internet, c'est aux alentours des 20 €, c'est quand même beaucoup plus raisonnable que l'ordinateur à 300-400 € dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui va être important ensuite, c'est d'avoir une expérience cohérente, autant pour les praticiens que pour les pratiquer, j'allais dire, mais non, ce sont les patients. Et donc l'expérience cohérente, en fait, c'est de dire que il ne faut pas que ce soit complètement différent, qu'à partir du moment où la personne passe le cabinet, en fait, elle se retrouve passe la porte du cabinet, dans le sens extérieur, elle se retrouve embarquée dans une expérience de communication pour la santé qui soit complètement différente de l'expérience qu'elle a avec son personnel soignant à l'intérieur de l'établissement de santé. Comme je disais tout à l'heure, donc l'inscription intégrée, c'est hyper important. Les personnels de santé sont déjà débordés. On ne peut pas décemment leur rajouter quoi que ce soit en plus qui soit heavy sur la table. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est l'expérience patient complète. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez de la data au cabinet ou si de la data est rentrée par ces systèmes de communication, l'expérience doit être consistante partout. C'est-à-dire que si je dis que là, j'ai des symptômes aggravés de Covid, que j'ai des symptômes respiratoires et que je commence à galérer à respirer et qu'on me rappelle derrière et qu'on me dit tout va bien niveau respiration, l'info, je viens de la donner. Et donc, en fait, ce n'est plus complet et ce n'est plus cohérent. Et ça va créer de la frustration des deux côtés. La bonne nouvelle, c'est que je bosse pour une plateforme, du coup, qu'on vous a présentée en tout début. Et oui, on fait énormément de choses. Énormément. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je ne sais pas si... Non, j'ai pas de souris, ok. Donc, on fait de la vidéo. On fait du chat, on fait du WhatsApp, par exemple, pour tout ce qui va être santé en Afrique. WhatsApp est extrêmement utilisé là-bas, au Brésil, pareil. On fait du Facebook Messenger, parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur Facebook. On peut faire des notifications push aussi, pour pousser des messages de prévention, ce genre de choses. On va faire évidemment du SMS, de la voix, on fait également de l'email, et aussi de la vidéo. Et si on veut aller encore plus loin, on peut aussi aller du coup sur la gestion d'identité. Donc, par exemple, quelqu'un va s'inscrire à un service, va vous prendre un rendez-vous. Je veux m'assurer que ce soit une vraie personne et pas un robot qui prend un rendez-vous et le temps de mes praticiens. Et bien du coup, je vais aller vérifier son identité avec un simple SMS, un code à recevoir. Je m'assure que c'est bien une personne physique qui a bien un téléphone dans les mains. Et donc, le coût de scam, j'allais dire, mais le coût que ça va coûter à quelqu'un pour faire tomber votre service et le surpeupler de faux rendez-vous, en fait, le coût humain est trop important et ce sera plus intéressant, en fait, du coup, pour quelqu'un qui va se retrouver à attaquer la plateforme. Et évidemment, il y a pas mal de choses et on peut même aller jusqu'à du coup les cartes SIM connectées si vous avez envie de hacker sur du physique. Et j'avoue que j'aimerais bien voir ça pendant le hackathon, mais bon, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous faites de vos projets. En tout cas, merci à tous. Je crois qu'il nous reste littéralement 2 minutes. Si vous avez des questions, je serais ravie de les prendre, sinon on enchaîne. Eh ben, merci Valériane. Merci Valériane. S'il vous plaît, merci, super. Merci Valériane du coup pour cette présentation qui nous permet d'avoir des clés de lecture effectivement sur le fonctionnement de l'être humain et de ses pratiques, on va dire. Alors effectivement, juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, ce matin on avait Alexis Ernaud de Calmedica qui nous a informé qu'effectivement 91% des personnes préféraient la communication par SMS, donc ça va totalement dans le sens de ce que vous dites. C'est parfaitement complémentaire. Et j'ai effectivement une question. Okay. Est-ce que ces usages SMS automatisés, parce que c'est vrai que David Hancock juste avant nous parlait d'interopérabilité, est-ce que ces usages SMS automatisés sont interfacés avec les logiciels hospitaliers, notamment le dossier médical informatisé, patient partagé? Alors à l'heure actuelle, non. Maintenant, c'est des choses que vous pouvez faire parce que justement, comme on parlait la personne juste avant moi, c'est des API. Et donc, c'est pas moi qui vais gérer l'équipe de dev de l'hôpital en France, mais si, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait leur suggérer. Parce que dans l'idée, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de la data qui est consommable via des API. Et donc, il suffit tout simplement d'ouvrir un connecteur dans le logiciel de l'hôpital à ces API pour récupérer la data. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est fait. Maintenant, si vous voulez prendre le projet... C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, ouais, ça peut vous donner des idées. Quoi qu'il en soit, un grand merci à nouveau à Valériane.